Milor, ladies and gentlemen, welcome to Romanian Embassy. Thank you for attending in this event, important event, la présentation du livre de Son Excellence Monsieur Gilles Duguay, le livre intitulé L'amour impossible de Marie, reine de Roumanie. Please allow me to give the floor to His Excellency, Her Excellency, excuse me, Maria Ligor, sorry, the Ambassador of Romania to Canada, to have a few opening remarks, Your Excellency. Avec la permission de Monsieur l'Ambassadeur, si je peux, il fait continuer en roumain parce qu'on est parmi beaucoup de Roumains ce soir. Premièrement, d'abord, je voudrais vous remercier beaucoup pour votre présence chez nous. C'était une promesse qu'on a faite à Montréal en avril et je suis bien contente qu'on a pu tenir cette promesse. Bună seara, din nou, bine ați venit la ambasadă. Este o mare plăcere să-l avem în această seară oaspete al ambasadei pe excelența sa, domnul ambasador Gilles Duguay, un strălucit, un excelent reprezentant al diplomației canadiene, care a reprezentat statul nord-american la București în anii 90. O perioadă de care atât eu cât și soțul meu, Adrian, ne amintim cu mare plăcere, pentru că era perioada de debut a noastră în diplomație. De altfel, soțul meu a început cariera diplomatică la Direcția America de Nord, primul lui job, primul lui post fiind Canada, Desk Officer pentru Canada. Și în această calitate mică, la vremea respectivă, a avut plăcerea să asiste la întâlniri între ambasadorul Duguay și conducerea Ministerului de Externe. Și iată, peste ani, peste 20 de ani, on se retrouve de... Bun. Vreau să subliniez un aspect care poate nu este cunoscut de toată lumea. Această întâlnire, în această seară, este a treia dintr-o serie pe care noi am lansat-o în acest an cu medalioane de scriitori, întâlniri cu scriitori români, cu scriitori canadieni de origine română și, iată, pentru diversitate, cu scriitori canadieni care sunt apropiați de România. Sunt fericită că am putut să dăm continuitate acestui program, acestui proiect și aș dori de asemenea să subliniez că nu este un program doar al ambasadei, este un program pe care l-am dus la capăt cu sprijinul fără de care nu puteam să le realizăm aceste frumoase inițiative al Asociației Românilor din Ottawa și Gatineau și îndeosebi al doamnei Cristina Mihai. Aș dori și sper ca să putem continua acest program și anul viitor. Face parte dintr-un triptic al ambasadei, dorința noastră fiind să lansăm pe lângă aceste întâlniri cu scriitori români o altă dimensiune a întâlnirilor artistice cu filmul românesc, pentru că ni se pare nouă că avem cu ce să ne lăudăm, îndeoseb cu noul cinematograf românesc, autorii tineri sunt într-adevăr, produc într-adevăr filme de mare valoare, premiate și am dorit să creăm un cadru prin care să ne întâlnim periodic la ambasadă pentru un vin și un film. Și, în sfârșit, al treilea proiect pe care vrem să-l lansăm este cel dedicat artiștilor plastici din comunitate. Deja am avut o primă asemenea întâlnire la începutul sezonului, în septembrie, cu o tânără pictoriță din Ottawa. Și vom continua în aceeași direcție cu o expoziție de icoane la sfârșitul lunii noiembrie, probabil, cu un artist deja la a doua tinerețe, aș spune,
o doamnă pictor din Montreal, care a depășit frumoasa vârstă de 80 de ani. Dar suntem încântați să punem în valoare și să punem în vitrină ceea ce reprezintă talentul românesc aici în Canada, ceea ce reprezintă contribuția noastră a comunității românești la societatea canadiană. Fără a mă întinde prea mult, aș dori să profit de această ocazie și să subliniez plăcutul prilej de a ne reaminti de Regina Maria. Regina este o figură luminoasă în istoria noastră a românilor. Suntem într-un context în care ne amintim de întâmplările nemaipomenite din timpul războiului, din timpul primului război mondial și de contribuția reginei după încheierea războiului, la negocierile de pace, unde a avut un aplom deosebit, a avut un aport fundamental pentru ceea ce a însemnat statul român după 1918. Regina, dacă doriți, este pentru noi un model al diplomatului. Probabil că a fost prima ambasadoare a României, cu o prestanță excepțională, cu o trecere excepțională, cu un acces excepțional în marile cancelarii ale Europei de la vremea respectivă. Este, cum bine se știe, o personalitate deosebită, a fost o personalitate deosebită într-un context în care am avut de-a face cu mai multe personalități puternice, cum este și cea a lui Joe Boyle, prieten al familiei regale, un prieten statornic care a fost aproape de familia regală și de Casa Regală a României în anii de încercare pe care i-a reprezentați de primul război mondial. Nu voi face o prezentare a istoriei prieteniei dintre Joseph Boyle și familia regală și Regina Maria îndeoseb, pentru că revine evident plăcuta onoare de a-l invita pe domnul ambasador să povestească despre cercetările pe care le-a făcut în arhivele românești și să ne împărtășească din descoperirile domniei sale, dar aș vrea totuși să ne aducem aminte că suntem doar la câteva zile de la sărbătorirea încoronării regilor Ferdinand și Maria, regelui și reginei, la Alba Iulia și doar la câteva zile de ziua regelui, pe 25 octombrie. Cu acestea în suflet și în minte, voi da mai departe cuvântul colegei mele care ne va prezenta programul mai departe. Poate un singur lucru aș adăuga, suntem încă în așteptarea profesorului Soare de la Montreal. Dacă dânsul va ajunge, ni se va alătura, pentru că ar fi păcat să nu profităm de știința de carte a domniei sale. Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos, excelența voastră! Într-adevăr, domnul profesor Soare urmează să ajungă. Între timp, aș dori să dau cuvântul domnului președinte Alexandru Cetățeanu. Cum spuneam, această acțiune este organizată în colaborare cu Asociația Canadiană a Scriitorilor Români, asociația a cărui președinte este domnul Alex Cetățeanu, pe care îl invit la microfon. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Excelențele voastre, doamna ambasador Maria Gligor, da? Domnule ambasador Gilles Duguay, vă mulțumesc mult că sunteți aici în această seară. Doamne ambasador, îi mulțumesc din suflet pentru această acțiune minunată. Sunt fericit pentru că avem aceleași obiective, noi, Asociația Scriitorilor Români din Canada. Dorim din tot sufletul să facem cunoscută cultura noastră pe aceste tărâmuri, pe aceste țărmuri. Avem o cultură bogată, dar o limbă secundară pe planetă, din nefericire.
Și iată că avem și noroc. Domnul ambasador, aș putea să spun că e un ambasador al României în Canada și nu a fost ambasador al Canadei în România, pentru că ce a realizat dânsul, această carte, care, trebuie să vă spun, se referă mult la istoria României, în perioada de glorie a României, după primul război mondial. Deci învățăm lucruri minunate și, nu știu, nu este partinic. Are o mare credibilitate prin faptul că nu este român. Dacă ar fi român, bineînțeles că toată lumea ar spune, păi, evident, fiecare cioară își laudă puiul sau ceva. Dar în cazul acesta a venit domnul profesor Anton Soare. Domnul profesor Anton Soare, membru al Asociației Scriitorilor, cum de altfel domnul ambasador este membru de onoare al Asociației Scriitorilor din anul lui Iliade, 100 de ani de la naștere, când a participat la o activitate a noastră consacrată lui Mircea Eliade, deci prieten vechi al asociației. Iar domnul profesor Anton Soare, n-am cuvinte să exprim admirația pentru dânsul, este profesor la Universitatea de Montreal de literatură franceză, deci el, român, învață pe francez literatura lor franceză. Nu e așa că e formidabil. Dar că a venit vorba acum de invitați, a venit profesorul, am uitat să vă prezint doi invitați, n-am venit cu mâna goală la Ottawa, am adus doi nemți. Doi doctori nemți, mai bine zis, sunt nemți de origine română, pe care i-am cunoscut pe doctorul Radu Dobrescu, l-am cunoscut în România, a trecut Dunărea în not și a trecut spre libertate, iar doamna doctor Irina Dobrescu, acum am cunoscut-o. Deci, bine ați venit în Canada pentru prima dată, domnilor doctori nemți. Bun, să revin ce vreau să zic. Ok. Domnul ambasador Gilles Duguay este un erou pentru mine. E un erou. Ce a făcut dânsul, 20 de ani de muncă intensă prin arhive, în Canada, în România, a descoperit lucruri noi. Ne învață pe noi, românii, istoria noastră. Nu așa că e un erou. Deci, noi sperăm, vom organiza un turneu și prin România. Sperăm să traducem cartea și în engleză, în primul rând, să cunoască americanii. Americanii știu, Regina Maria a fost în vizită la New York, a fost adulată de americani odată. Și în Canada, bineînțeles. Și uite că există strada Queen Mary la Montreal, dar nu are a face nimic cu Regina Maria noastră. Dar cum credeau. Vorbesc în română pentru că domnul ambasador înțelege. Dacă e cineva care nu înțelege română aici. Ok. Deci, fiind un erou, tare mult dorim, mai ales după ce vom face un turneu pe la diferite universități din România, deja sunt, în principiu, întâlnirile sunt aranjate, am sperat ca domnul ambasador să primească ceva din partea noastră, Steaua României, de exemplu. Ar fi un gest pe care l-ar merita cu prisosință, domnul ambasador, mai ales că i-a fost oferit odată. Dar s-a întâmplat ceva și nu intru la amănunte, și deci din partea României i-a fost acordată, dar n-a ajuns la domnul ambasador. Bine că a venit domnul profesor Soare, că nu am eu ce să mai spun, pentru că o să vă spună dânsul multe și frumoase. Deci, seară bună, vă mulțumim la toți. Eu am mai fost la ambasadă mai mult pe vremea răposatului, dar în fața aici, demonstrând și nu înăuntru. Așa că acum sunt înăuntru și mă bucur de suflet. Vă mulțumesc, mulțumesc la toți de ambasadă. Sunteți dragi, nu sunteți dragi. Vă mulțumesc și let's go! Mulțumim frumos, domnule cetățeanu. Ne bucurăm că ați îndrăznit să faceți pasul înainte.
Am onoarea să vă prezint acum pe domnul profesor Antoine Soare, profesor la Universitatea din Montreal, un membru marcant al Asociației Scriitorilor Români din Canada, un prieten bun al domnului ambasador Gilles Duguay, care sigur ne va spune lucruri interesante despre cartea pe care astăzi o prezentăm în fața noastră. Domnule profesor Soare, bine ați venit la noi! N-am nevoie, dar vocea mea și în amfiteatru închid microfonul. Je crois que sera mieux utiliser le micro. Cum vreți dumneavoastră? Îmi spuneți dacă e efectul dorit. Perfect. Maintenant, avec votre permission, je parlerai en français, puisque c'est la langue de notre hôte. Et je commencerai par remercier vivement tous ceux dont l'heureuse initiative nous permet de nous rencontrer ce soir, dans un cadre si agréable, autour d'un livre passionnant. Par tous autres, je pense surtout à Madame Maria Ligor, ambassadrice de la Roumanie au Canada, et à Madame Aurelia Zmeu, conseillère auprès de l'ambassade de la Roumanie au Canada. J'ajouterai que l'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le sillage d'un premier lancement du même livre à Montréal, organisé par l'Association des écrivains roumains du Canada. Enfin, et je crois que j'abonde dans le sens d'Alex Cetățeanu, sans vouloir m'aventurer sur le domaine tellement épineux de la diplomatie, je soulignerai à titre personnel combien il serait souhaitable que ce parcours soit couronné par une troisième étape, à savoir le lancement du même livre à Bucarest sous les auspices de l'ambassade du Canada en Roumanie. Le livre passionnant dont je parlais est celui de M. Gilles Duguay, lui-même ancien ambassadeur du Canada en Roumanie. Il s'intitule « L'amour impossible de Marie, reine de Roumanie » et a été publié récemment chez Klemt dans la collection Texte et Contexte. Je vois que je n'ai pas apporté de main un exemplaire pour le montrer, mais le voilà. Alors, bon, donc c'est déjà fait. C'est un livre, en effet, comme je le disais au début, passionnant. Il se lit, ou plutôt se dévore, d'un seul trait, et à travers les pages duquel j'ai trouvé cette espèce de fébrilité et de surexcitation que j'ai connue enfant en lisant Alexandre Dumas ou Fenimore Cooper. Il s'agit d'un récit biographique à double titre qui retrace dans leur complet déroulement deux destins depuis leur origine, où tout semblait les séparer pour toujours, jusqu'à leur déclin, vécu forcément dans la solitude de chaque protagoniste, mais en passant par un merveilleux apogée où ces destins se sont croisés et entrelacés avec un bonheur qu'on pourrait appeler providentiel. D'un côté, une princesse de la belle époque, petite fille de la reine Victoria par son père et petite fille d'Alexandre II de Russie par sa mère, que les aléas matrimoniaux de sa caste amèneront à épouser Ferdinand, prince héritier du trône de Roumanie, pour devenir peu après la reine Marie de Roumanie et jouer par la suite un rôle de tout premier plan dans la guerre que ses sujets mèneront du côté de la triple entente et dans l'épanouissement après la victoire de ce que nous connaissons sous le nom, hélas, nostalgique de la Grande Roumanie.
De l'autre côté, un Canadien sorti tout droit des romans de Jack London, affairiste, administrateur, diplomate et stratège de génie, qui fait ses premières armes en s'enrichissant comme chercheur d'or au Yukon, où il modernise audacieusement les techniques minières pour mettre ensuite sa fortune et ses relations d'affaires à la disposition de la même triple entente. C'est ainsi qu'il arrive, le jour de Noël 1917, à Yach, en passant par Saint-Pétersbourg, l'Ukraine et la Bessarabie, au terme d'une course effrénée de défi en défi et de mission impossible en mission impossible, au service de l'entente et aussi, de plus en plus, au service de la Roumanie. Il arrive à bord d'un train chargé d'une grande partie des avoirs roumains en terre soviétique et qui ferait péniblement son chemin depuis Moscou en triomphant d'une série ahurissante d'embûches et d'entraves politico-militaires. Ce ne sera que pour s'engager tout de suite après dans une autre mission impossible, l'échange de prisonniers roumains contre des soldats russes, au nom d'un traité de la ratification et de la mise en application duquel il s'est occupé personnellement. C'est au cours de ces aventures qui le transformait de plus en plus en agent de la Roumanie, d'une efficacité partout respectée, qu'il rencontre la reine Marie dans la capitale provisoire qui était Iași, dans ces moments de détresse nationale. Une amitié profonde sur fond de respect réciproque et de communauté d'idéaux, la sympathie irrésistible, pour citer M. Duguay, qu'éprouve la souveraine, et l'amour noble et profond, c'est une autre citation, que lui voue son serviteur, les unira désormais pendant de longues années. Ils traverseront ensemble les orages et les bonheurs de l'après-guerre. À tous les moments décisifs pour le sort de la Roumanie pendant cette période, que ce soit sur la scène intime des crises que traverse la famille royale ou sur la scène des négociations internationales, le Canadien roumanisé, pour ainsi dire, sera désormais aux côtés de celle qu'il appellera sa reine, appui avisé et efficace dans maintes situations indispensables, jusqu'à ce que, en 1922, leur destin se sépare à nouveau, malgré lui, malgré elle, comme Racine le disait en traduisant Tacite, à propos des protagonistes de sa Bérénice. Je parlais tantôt d'une double biographie, celle-ci est triple à vrai dire, puisqu'aux deux personnages dont il a été question jusqu'ici s'ajoute un troisième, l'histoire avec un grand H, dont les convulsions s'associent étroitement et impitoyablement à leur vie privée. Le roman de Gilles Duguay évolue ainsi sur trois fronts à la fois, en déjouant artistement les pièges que suppose une telle complexité thématique, pour aboutir à une structure harmonieuse, symphonique, où les trois registres résonnent à l'unisson. Et dans chacun de ces registres, ce qui frappe le plus, à mon avis, c'est son sens extraordinaire du dramatique. Tout, sur tous les plans, depuis les moindres méandres des parcours individuels, jusqu'aux moments les plus notoires dans l'arène internationale,
devient lutte, aventure, engagement à corps perdu et à titre double, tout est sujet à un dynamisme effréné. On parcourt à bout de souffle les innombrables épisodes de haute intensité dramatique qui jalonnent les pages de cet ouvrage dans chacun de ces trois registres, et l'esprit, comme si je dirais plutôt l'esprit d'aventure du héros canadien, se transmettait à l'univers entier où il évolue. C'est une valse à trois de titans. Il n'empêche que dans cette course effrénée, dans ce déchaînement d'énergie, comme des paysages à travers les fenêtres d'un train fou, des visages ne surgissent, des caractères, des personnalités ou du vécu intime ne se dessinent pour défiler avec la rapidité qui rend d'autant plus prégnante leur relief. Un élément particulier contribue à cette heureuse coexistence de l'action et du portrait, le recours aux documents de l'époque, qu'il s'agisse de journaux intimes, de lettres ou de rapports officiels. N'importe qui peut certes consulter ces documents, mais qui s'en donnerait vraiment la peine? Il faut savoir gré à Gilles Duguay de s'être attelé à cette tâche fastidieuse d'un chercheur historien pour aller dénicher dans l'immense fouillis de ses écrits les joyaux dont il enlumine ses récits. Il y en a de ces joyaux, je l'avoue, que je n'ai pu découvrir sans que les larmes ne me viennent aux yeux. Le style de ce maître récit est à l'avenant, simple, direct, précis, percutant, dans la meilleure tradition, dirais-je, de la prose classique française. Le verbe épouse le rythme des histoires qu'il évoque avec un bonheur qui n'est pas à la portée de tout le monde. Lorsqu'on ferme le livre de Gilles Duguay, deux questions perdurent et nous laissent comme sur une fin agréable. Quelle a été au fond des fonds la vérité des relations entre la reine Marie et Joe Boyle? Et de façon plus générale, quelle a été la vie amoureuse de cette reine, sur les audaces galantes de laquelle couraient à l'époque tant de racontars? Quel a été aussi le véritable statut de ce colonel en mal de reconnaissance militaire? Agent peut-être double ou triple, évoluant avec une aisance stupéfiante sur les confins de l'imposture. Je crois qu'il faut savoir gré à l'auteur d'avoir traité ces aspects tellement délicats avec la diplomatie dont il a dû se faire probablement une déformation professionnelle, c'est-à-dire en respectant l'intégrité et la discrétion des documents. Deuxième question. Les héros de ce récit, la reine et son mousquetaire, pour référer au titre d'un autre récit de M. Duguay, ne sont-ils pas plus grands que nature? Leur personne et leur rôle dans les événements évoqués ne sont-ils pas quelque peu surdimensionnés? Mais à quelle aune jugerions-nous les exagérations qui flattent notre imagination et l'enflamment? Quelle unité de mesure, à nous pour toujours inaccessible dans d'innombrables solutions, pourrions-nous leur opposer? Il faut savoir gré à Gilles Duguay d'avoir pris le parti de l'idéalisation
et de l'héroïsation, que son récit exigeait de toute la force de son contexte et de ses fibres les plus intimes, de nous avoir, en somme, offert deux icônes que tout Roumain et tout Canadien aimera à vénérer. Merci encore une fois, Gilles Duguay. Je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur. Ça vaut la peine d'attendre un petit peu pour écouter une si bonne présentation. Profit de ocazie să salut prezența în mijlocul nostru în seara aceasta a excelenței sale, doamna Ala Beleavski, ambasadorul Republicii Moldova în Canada. Mulțumim că ne-ați făcut onoarea de a vă alătura echipei românești din seara aceasta. Mulțumim foarte mult încă o dată domnului profesor Soare. Une surprise. Ce matin-là, j'étais reine. Reine d'un peuple qui lentement avait appris à me connaître. J'étais reine. Une page nouvelle et redoutable s'ouvrait devant moi, imposante par ses possibilités ignorées, lourde de menaces inconnues. Les battements de mon cœur étaient les pas du destin. J'entendais comment on acclamait le roi de demain. Un long tonnerre d'applaudissements fut retentir des voûtes. Et puis, soudain, mon nom retentit dans l'air. Regina Maria, Regina Maria. Et leur manière de prononcer mon nom vibrait comme un espoir. Regina Maria. J'ai maintenant l'honneur de donner la parole à l'auteur de ces lignes, Son Excellence, Monsieur Gilles Duguay. Vous avez oublié, vous avez oublié la phrase la plus importante. Elle est dans l'Église. Elle entend dehors le peuple qui n'ont pas pu rentrer dans l'Église, qui disent Regina Maria, alors qu'on fête Ferdinand. Elle est étonnée. Elle sait en tant que principessa qu'elle avait déjà conquis le respect, l'amour de la population roumaine. Elle avait appris la langue. Elle était devenue une reine. Et donc, que le peuple la reconnaisse ce jour-là comme la mère de la nation, c'était pour elle quelque chose qui la rejoignait. Et l'endroit le plus délicat, qui va être dans un film un jour, c'est qu'elle avait un voile noir en tant que célébrant la mort de Carole Ier. Elle est comme une veuve, on dirait, elle est en deuil de son beau-père. Et en entendant la clameur populaire, elle se dit, je dois faire quelque chose. Elle se lève, elle enlève son voile. Elle montre son visage. Elle dit au peuple, vous m'acclamez, vous m'aimez, moi aussi. Et c'est comme si elle devenait à nouveau une personne vivante, leur reine, et non pas une femme voilée qu'on reste assis dans l'église parmi tant de généraux, d'ambassadeurs, etc. Donc ça, c'est une scène. Si j'étais Spielberg, le film commencerait comme ça. Merci, professeur. Mesdames les ambassadeurs, chers collègues, qu'est-ce que j'aimerais redevenir demain matin? Ambassadeur, à nouveau, en Roumanie. Et en Moldavie,
Et aussi en Bulgarie, j'ai aimé Sofia. J'avais un territoire comme un empereur. J'avais plusieurs territoires. La mer Noire, l'Asie, la Turquie, où j'étais très ami avec l'ambassadeur Diomano, quand j'étais chargé d'affaires en Turquie. Donc, je ne vais pas vous conter mon histoire d'ambassadeur parce que je suis en train d'écrire un autre bouquin de 450 pages que je viendrai vous présenter l'an prochain. Ma femme Christina aurait aimé être ici. Moi, je suis devenu un quasi-roumain ou un plein-temps roumain, appelez ça comme vous voulez. Je suis devenu roumain tout court grâce à ma femme. Christina a déjà traduit mon livre. Elle s'était même permis de changer le titre sans m'en parler. Moi, j'avais parlé de Joe Boyle et de la reine comme un mousquetaire au service d'une grande reine. Elle, en le traduisant, sans me consulter, avait décidé que Regina Maria, Joe Boyle, une histoire d'amitié de l'âme. Donc, c'est un très beau titre aussi. Pourquoi pas? Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis bouche B. B-E, accent aigu, E. J'aimerais m'asseoir et pleurer de joie. Parce que, grâce à toi, grâce à ceux qui vont lire le livre, Regina Maria vit à nouveau. Vous ne le savez pas, mais elle a découvert Ottawa avant vous. Presque à une journée près. Elle est venue ici en octobre 1926, quittant Montréal dans son train spécial, est arrivée à la gare d'Union. Elle avait une suite au Château Laurier. Mackenzie King, le premier ministre, était dans une dispute constitutionnelle avec le gouverneur général, donc il n'était pas là. Elle était reçue par le gouverneur général. Elle était reçue par les femmes. Elle était très féministe. C'était une femme d'aujourd'hui. C'était même pas une femme du 20e siècle. C'est une femme du 21e siècle. Parce qu'elle avait un don inné pour la communication avec les autres, malgré qu'elle était the ultimum Gotha de l'époque. Petite fille d'impératrice, petite fille d'empereur, ce que vous avez oublié de dire, la beauté inimaginable de cette femme physiquement. Ses yeux extraordinaires. Les gens qui ont vu les yeux de la Reine Marie ne parlent que de ça. Ses yeux. If you want me to switch to English at one point, I could. But later on, when there are questions, I will be able to answer in whatever language you prefer. I understand Romanian. Et si jamais il y a une question sérieuse et posée en roumain, quelqu'un va m'aider à traduire et je vous répondrai honnêtement. C'était pour moi un des grands événements de ma vie d'écrire ce livre. Parce que quand j'avais 20 ans, 22 ans, que j'étais à l'université, je ne savais pas ce que je voulais devenir. J'étais déjà officier de marine, j'étais avocat. Est-ce que j'aurais dû rester dans la marine, devenir l'amiral Duguay? Why not? Il y a déjà eu un grand amiral de France qui s'appelait Duguay-Trouin. Ça aurait été une carrière comme une autre. Avocat à Montréal, vous voyez la gueule que j'ai, mon éloquence, j'aurais été un bon avocat. Pour ou contre, selon le salaire. Hein? J'aurais été même un très bon politicien. J'étais ami de M. Trudeau. Je suis passé tout à l'heure avec mes amis de l'Allemagne et mon copain Alex. On est passé devant la résidence du premier ministre où il va revenir demain matin ou dans quelques jours avec ses enfants. J'ai la plus belle photo que j'ai jamais été faite de Trudeau avec son fils au Maroc où j'étais ambassadeur. Je vous en enverrai une copie si vous voulez. Elle est extraordinaire. Mais Trudeau allait en Roumanie. Trudeau, c'était un dandy, un bel homme. Il se tenait en forme. Il plongeait, il nageait tous les soirs ici à Sussex Drive. Il tenait à être en forme. Et il venait en Roumanie pour aller sur la côte, les bains de boue n'est-ce pas, qu'on trouve au sud de Constanza. Je ne me souviens plus exactement le nom de Neptune et tout ce truc-là. Il ne venait pas manger les vitamines de la fameuse médecin Aslan ou quoi. Bon, il ne venait pas pour ça. Il venait pour la boue. Il voulait avoir la boue qui séchait, les muscles et tout ça. Donc, on peut dire que Justin, qui était né à ce moment-là, quand son papa revenait de Roumanie, grand-papa, qu'est-ce que ça fait en Roumanie? Ah, je me suis couvert de boue.
Et Justin devait rigoler en disant c'est pas vrai, sauf s'il prouve par des photos. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une tradition entre nos pays. C'est pas vrai qu'on est amis depuis quelques années seulement. Pendant la Première Guerre mondiale, on était des alliés. On a saigné ensemble. On s'est fait détruire ensemble par le Kaiser. Le Kaiser a eu un rôle terrible dans la vie de Regina Maria. Parce que c'est lui, avec la mère de Regina Maria, qui a, dans le secret, décidé que la principessa épouserait Ferdinand. Et le père et la reine Victoria ne l'ont pas su. Ils ont été mis devant le fait accompli que la petite fille de 16 ans, qu'on appelait Missy, tellement elle ressemblait à l'impératrice d'Autriche par sa beauté, Missy allait épouser Ferdinand de Hohenzollern, et le duc d'Édimbourg ne le savait pas. Il en a pleuré. La reine Victoria ne le savait pas. Elle a pris ça comme un coup en bas de la ceinture que lui a donné son petit-fils, parce que le Kaiser était le petit-fils de Victoria. Donc, ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans, c'est qu'on suit la vie de deux êtres dans leur intimité, mais en même temps, ils sont portés par les vagues, le tsunami de l'histoire. Regina Maria, c'est pas rien qu'avec Clemenceau qu'elle a joué un rôle historique à la conférence de la paix. Dès 14, le vieux roi sait qu'il ne peut pas embarquer son pays dans la guerre du côté du Kaiser, parce que la principessa, qui a évolué et qui est devenue une future reine que tout le monde respecte, qu'ils ont formée, ils lui ont donné des cours de doctorat sur la culture, la langue des traditions roumaines, et elle exerce déjà une influence sur Bratianu et les autres. Le parti allemand, ils savent qu'ils ne peuvent pas pousser dans le sens d'embarquer du côté du Kaiser, parce que la reine est considérée comme britannique, et la reine a réussi à expliquer, ainsi que l'élite roumaine de cette époque, les Bratianu, les Sirbais et tout ça, c'est des gens qui sont convaincus que la relation avec la France est une relation profonde et qu'un Roumain ne peut pas aller tuer des Français. On va rester neutre s'il le faut. Donc la neutralité, de 14 à 16, c'est la reine, par sa seule présence, qui fait réfléchir les politiciens en disant l'Italie est neutre, ben nous autres aussi. Pourquoi on va aller se faire tuer alors qu'on ne nous a pas promis la Transylvanie? Et Bratianu dit, moi, si on va se faire tuer, ça va être pour un objectif important, pas pour jouer aux soldats. Si on va au champ de bataille, ça va être pour accomplir le rêve millénaire de la Roumanie, l'Union nationale, la Transylvanie. Ardéal. Quand, en 1916, ils décident d'y aller, ils sont mal préparés. Les Français sont supposés attaquer de Salonique, ils ne le font pas. Les Russes vont rapidement se décomposer, assassiner les Romanov, négocier avec les Allemands et devenir presque vos pires ennemis. Ceux qui ont envahi la Moldavie, d'abord, c'était 1 million de Russes révolutionnaires qui voulaient tuer la reine. Ils voulaient exécuter Ferdinand, la reine et leurs enfants, exactement comme ils avaient fait pour les Romanov. C'est Tcherbatchev, le général en chef des troupes russes, qui vient voir Boyle, qui vient voir Bratianu, et qui dit, attention, il y a des régiments de mutins qui s'en viennent pour tuer la reine et ses enfants et le roi, Ferdinand. Donc, quand on parle de janvier 1918, février, mars, l'Allemagne est déjà là. On fait un cessez-le-feu en décembre. En janvier, les forces allemandes, von Mackensen et Falkenhayn, sont là et veulent que le roi signe un traité de paix ou de cessation du conflit. Et la reine dit à son mari, tu ne peux pas te déshonorer, tu ne dois pas faire ça. J'aime mieux mourir avec mes enfants ici, en Roumanie, plutôt que de fuir, n'est-ce pas, en Crimée ou ailleurs. J'aime mieux mourir ici que de perdre notre honneur. Quand on connaît les valeurs morales de cette femme, sa vie intime et personnelle passe au second plan. C'est une femme qui est consciente du rôle historique qu'elle joue. Ces gens-là sont nés, se sont fait dire depuis leur naissance qu'ils ne sont pas comme les autres. Ils vont conduire des peuples.
ils ont des histoires familiales qui remontent aux croisades et à 1000 ans en arrière d'eux. Ils ont un sens du destin qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire, demain matin, je vais être président des États-Unis ou je serai premier ministre du Canada. Si c'est ton ambition, tu peux y arriver. Mais tu ne peux pas penser que Dieu a décidé à ta place que ça va se produire. À cette époque, quand vous étiez un aristocrate promis à une couronne, on vous disait que c'était la volonté divine, que vous aviez une nature différente des autres. Et elle a absorbé tout ça. Elle a cru qu'elle était différente des autres. Elle a tellement cru qu'elle était différente des autres qu'elle n'a jamais voulu se servir de sa beauté ou d'autres pouvoirs de séduction pour convaincre les gens. Parce qu'elle est devenue, au fil des années, de plus en plus intelligente, politicienne, avisée, correspondant avec Nicolas, son cousin à Moscou, écrivant avec Georges V qu'elle aurait pu épouser, parce que le livre commence en expliquant qu'elle aurait pu être reine du Canada. C'est le premier chapitre. Et elle dit à Iliana, je suis là parce que je veux que l'on parle de Joe Boyle. C'est lui qui nous a aidés. C'est lui qui a obtenu 25 millions de dollars de l'époque, c'est-à-dire à peu près 250 millions, pour ne pas dire 500 millions de notre époque, pour aider la Roumanie. Et puis ici, Borden, le premier ministre, a dit, il nous a tellement manipulés, il est parti d'une, comment dirais-je, ouverture que je lui ai faite, que j'étais prêt à faire quelque chose pour la Roumanie, sous forme d'un prêt, à bon taux d'intérêt, pour les aider à se relever. Et au lieu de dire 5 millions de dollars, il a dit à la presse 5 millions de pounds. Dans le temps, le livre sterling était 5 fois. Donc, 5 millions de dollars sont devenus overnight 25 millions de dollars. Et 25 millions de dollars, à cette époque, c'est comme si demain matin, c'est pas Trudeau disait, ma première décision, c'est de donner, disons, 500 millions au Sénégal, 1 milliard à la Roumanie ou à la Moldavie, etc. Donc, même là, avec le premier ministre Borden, ça a été raconté dans mon livre, il a réussi à manipuler et à obtenir concrètement de l'argent pour fournir des tracteurs, des semences à la Roumanie. Tout ce que la reine et lui ont fait pour aider, après la victoire, le peuple roumain, ça vaudrait un livre à soi, mais ce serait embêtant de faire de la comptabilité, puis combien, puis à qui, puis comment c'est arrivé, puis sur quel bateau. Tout ça, c'est un peu trop technique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pauvre aventurier du Yukon, qui avait une vie active, où il avait fait preuve d'une volonté incroyable, lui, il avait toujours rencontré des gens un peu moins bons que lui. Et quand il a vu cette femme, c'était un soleil. Il n'avait pas été un homme heureux, c'était un homme à succès, mais pas heureux. Et là, tout à coup, il est rentré dans l'orbite du soleil, Regina Maria, et sur le quai de la gare à Yash, lorsqu'il pleuvait dehors et que la reine était éplorée, effondrée, il lui a dit, « Madame, je ne quitterai ce pays que lorsque vous me le demanderez. » Le côté obscur dont tu as parlé, il est là. Quelle était la nature de l'homme? Lui, il l'a aimé carrément. Noble, chaste, peu importe, c'était l'amour absolu. Un chevalier. Aujourd'hui, on ne comprend plus ces sentiments-là parce que personne n'a l'âme des chevaliers. Personne n'est aristocrate au fond du cœur. Tout le monde pense à des combines, ils ont dû coucher ensemble. Tout le monde me pose la question. Vous avez écrit un livre, ils ont dû coucher ensemble? Non. Ils ont été unis dans l'âme, comme dit Christina en traduisant mon livre. C'est une relation humaine à un autre niveau, où nous ne sommes plus habitués à naviguer de nos jours. De nos jours, l'amour noble, sans sexualité, ourbi et orbi, dans Playboy Magazine ou dans les réalités shows, ça n'existe plus. Alors quand on en parle, ça devient presque incroyable. Et l'amour impossible de la reine, ça n'a pas été avec Boyle. Parce que sa relation avec Boyle, c'est 5 ans finalement. 1917, 1923, quand il meurt à Londres. C'est à partir du moment où ceux qui entourent le vieux roi Carol lui disent « La principessa
doit être formée. Elle est plus intelligente, plus fidèle, plus aimée par le peuple que Ferdinand. Si vous mourrez, Majesté, la reine, celle qui va tenir la dynastie, c'est Regina Maria. Et à ce moment-là, les Bratianu, les Barbeau-Sirbeil et toute l'élite autour, même ceux qui étaient du côté allemand, savent que c'est elle qu'ils doivent former et c'est elle qui va un jour incarner la Roumanie. Alors, à partir de ce moment-là, l'administrateur des biens de la couronne meurt et Carole décide de nommer un magnifique personnage, Barbeau-Sirbeil, un prince, on l'appelait le prince noir. Sa famille avait régné pendant le 19e siècle. Il avait étudié à Paris, il était avocat, surtout il était hyper moderne. Il avait des terres autour de Bucarest et il s'était enrichi. C'était Donald Trump. Il était riche. Il était riche. Il avait marié une Bibesco, il avait déjà 4 filles, il avait des chevaux, il était beau, toutes les femmes étaient amoureuses de lui. Stirbeil était le conseiller de Carole. Et quand Carole lui a dit « Tu vas administrer les biens de la couronne », ça veut dire que quotidiennement, Barbeau-Sirbeil rencontrait la reine. J'ai besoin d'argent pour les enfants, il faut occuper de mes chevaux, je veux des robes, je veux aller en Hongrie, je veux aller voir ma mère en Allemagne ou ailleurs. Alors, quotidiennement, il est le gestionnaire, c'est lui qui a le portefeuille. Hein? Il est beau, elle est belle. Quand il galope à cheval dans les allées de ces maisons et qui sont épuisés et qui s'arrêtent, on s'assied dans l'herbe. Qu'est-ce que c'est bien d'être loin de Cotroceni? Qu'est-ce que c'est bien d'avoir la liberté? Si on avait une nouvelle vie, qu'est-ce que ce serait formidable de n'avoir aucune obligation, personne pour nous surveiller, parce que s'il y avait une nouvelle vie, moi, je vous épouserais ma reine. Il l'aime aussi, Barbeau. On pense qu'il est le père de Mircea, c'est presque sûr. Iliana, c'est pas sûr. On ne sait pas. La dernière lettre qu'elle reçoit quelques heures avant de mourir vient de Barbeau-Stirbeil. Et la dernière lettre qu'elle écrit, c'est à Barbeau-Stirbeil. Avec cette phrase. Qu'est-ce que c'était merveilleux de galoper ensemble dans les forêts de Banastea, sur tes terres, et de voir les fleurs. Nous étions si heureux de ces moments indescriptibles. Ça, c'est une lettre d'amour. Quand vous êtes en train de mourir, puis que vous écrivez à un homme, que vous vous souvenez de ces heures de splendeur, in the grass, vous vous souvenez des plus beaux moments de votre vie, c'est pas pour rien. Vous n'écrivez pas des lettres comme ça à tout le monde. Et 48 heures après, elle était morte. Stirbeil, personnage époustouflant de l'histoire roumaine. C'est un scandale académique qu'il n'y a pas eu une monographie de Barbeau-Stirbeil de 500 pages écrite en roumain parce qu'il a survécu à la reine, il a négocié avec les alliés le transfert, n'est-ce pas, de la Roumanie, de l'alliance avec Hitler ou avec Antonescu, avec Hitler et Mussolini. C'est lui qui a convaincu les alliés de la sincérité du jeune roi qui a dit qu'il voulait renvoyer Antonescu, le mettre en prison et se joindre l'alliance des Alliés. Malheureusement, ça a permis l'entrée des Soviets, Wyszynski et les autres qui sont venus vous embêter pendant quelques années, d'après la légende. Par conséquent, Stirbeil reste un personnage magnifique. Si je parlais roumain parfaitement, si j'avais encore 10 ans à vivre, j'irais à Bucarest faire un livre sur Barbeau-Stirbeil, mon ami. Parce que je pense que c'est lui qu'elle a aimé le plus. Dans ses confidences, elle a quand même confié que la sexualité telle qu'on l'entend de nos jours, aucune importance pour elle. C'est l'aspect de la vie quotidienne qui m'a le moins intéressé, malgré tous les succès qu'on m'a attribués. Par conséquent, quand j'ai lu ça, j'ai dit, je ne vais pas raconter des histoires de coucherie d'un personnage aussi grand. Personne ne s'intéresse aux girlfriends de De Gaulle ou à des maîtresses que Churchill aurait pu avoir, etc. Personne. Leur grandeur d'âme, la grandeur de leur rôle historique les protège. Et nous devons respecter leur vie privée. La reine, elle a aimé qui elle veut. Ses amours étaient impossibles.
parce qu'elle était la mère du pays, elle était une mère de famille, elle était une reine, c'était une intellectuelle, une artiste, un écrivain, elle était tout. Elle aurait pu en avoir des amants à la poche, comme on dit au Québec, c'est-à-dire en très grand nombre. Elle n'a probablement aimé que peu d'hommes. Elle le dit, je n'ai jamais triché, je n'ai jamais conduit ni les hommes ni les femmes qui m'ont aimé à penser que d'autres dimensions de nos relations pouvaient se développer. Elle a écrit ça à un jeune Américain quelques années avant sa mort. Et Iliana, qui deviendra plus tard une religieuse en Pennsylvanie, va dire, dans le fond, dans une de ses lettres, « Ma mère était une puritaine. » Sa mère avait une haute conception de l'intégrité physique, du don physique dans l'amour, et elle concevait l'amour probablement pour le peuple, pour les enfants, pour les soldats, pour tout le monde, mais la sexualité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'était pas un cup of tea. Et j'essaie de dire ça avec noblesse qu'elle mérite. Et son petit-fils, le roi, m'a répondu. Si vous lisez la dédicace du livre, c'est dédicacé au roi et à la princesse héritière. Moi, j'ai fait ça par un geste de courtoisie. J'ai demandé à quelqu'un d'aller au palais royal Élisabeth sur Kiselev, de poser mon livre avec une dédicace. Alors, j'ai reçu une réponse. Pour moi, c'est comme une espèce de doctorat. Alors, je vais vous lire mon diplôme. Secrétariat de Sa Majesté, M. Gilles Duguay. Cher monsieur, je suis autorisé par la famille royale de Roumanie à vous écrire ces quelques lignes pour vous dire que votre livre, L'amour impossible de Marie, reine de Roumanie, est bien arrivé au palais Elisabetta au mois de mai 2015. Et nous en sommes très reconnaissants. Au nom de la famille royale, ça veut dire le roi un peu vieux maintenant, que j'ai rencontré jadis, et sa fille, Margaret, donc c'est la famille royale, je tiens à vous remercier et vous féliciter, tout particulièrement pour l'accomplissement de cet ouvrage. C'est pas l'ambassadeur, c'est l'ouvrage. Je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Donc, ils ont lu le livre. Ils ont vu que j'ai traité avec la noblesse et la distance historique nécessaire le destin de la reine. Et ça me fait plaisir. Comme ça me fait plaisir de vous avoir tous. Je pourrais recommencer dans 5 ans à écrire un autre livre sur la reine. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis tombé amoureux de cette femme. J'ai épousé une vraie Roumaine. Je suis devenu Roumain grâce à ma belle femme de Brasov. Mais Regina Maria, elle est comme moi. N'est-ce pas? C'est pas une vraie Roumaine. Elle est née anglaise, russe. Regardez cette beauté. Quand j'étais tout seul dans ma résidence sur Polona Strada, je pensais à Boyle, qui demeurait dans le même quartier. Il demeurait tout près de la sculpture des Romulus et Rémus, là. Quelque part, tout près, à peu près à 100 mètres de chez moi. Je voyais Boyle se promener dans les rues, seul, quand la reine est rentrée à Cotroceni et qu'elle est redevenue la reine du peuple. Elle ne pouvait plus être avec lui comme à tous les jours, comme à Yash. Alors, je me sentais comme Boyle. La reine me manquait. Certains soirs, comme j'ai cette photo, où est-ce qu'elle est? J'ai une autre photo, celle-là, dans ma chambre. Je fais une prière à ma mère et je dis à Regina Maria, avec votre copain Joe Boyle, là, pourquoi vous vous arrangez pas pour que je gagne la loterie? J'aurai des millions, je vais retourner en Roumanie, je vais créer une fondation Joe Boyle pour aider les Roumains qui sont dans la misère. Ces deux personnes m'ont aidé à vivre. Je suis devenu un peu meilleur dans la vie, je crois, en découvrant ces êtres qui ont donné leur vie pour une grande cause, avec une conscience de qui ils étaient et comment ils devaient se comporter
devant l'opinion publique. Et quand les critiques ont commencé à dire que Boyle était une espèce de Raspoutine qui jouait trop un rôle important auprès de la famille royale dans l'affaire de Zizi Lambrino ou dans les complications de l'accession au trône de Carole II. D'ailleurs, il y a des chapitres dramatiques où on voit que Carole II n'a pas aimé sa mère, comme nous l'aimons. Il l'a maltraitée. Alors, c'était une grande reine dans un grand pays. Merci. Question, if any. Pas encore. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Vous êtes génial. Vous, si. Vous avez magnétisé, vous avez enchanté le public. Vous avez un don spécial pour tout ça. Il est tout à fait difficile de parler après vous, mais quand même, cuiva îi revine această grea sarcină de a vorbi după dumneavoastră. Dau cuvântul doamnei Cristina Mihai, jurnalist și vicepreședinte al Asociației Scriitorilor Români din Canada, pentru remarcile finale. Mulțumesc mult de tot. Ce poate fi mai atrăgător în viață decât să ai un astfel de destin? Cred că cel mai frumos destin pe care și-l poate dori cineva e acela de a fi ambasador, indiferent în ce formulă. În seara aceasta avem onoarea să fim alături de 3 ambasadori cu titlu oficial. Este vorba de gazda noastră, doamna ambasadoare Maria Ligor, de autorul acestei cărți atât de atrăgătoare și de strălucitoare, domnul Gilles Duguay, și de invitata noastră, doamna ambasadoare Ala Beleavski. Dar sunt și ambasadori ai culturii, ambasadori ai cuvintelor și ați trecut de la o ambasadă la alta. Acum ați devenit ambasadorul culturii și al sufletului românesc, al reginei Maria, după ce ați fost ambasadorul Canadei în România, și vă mulțumim pentru acest lucru. Doar câteva remarci de final. Această carte, care balansează foarte bine informația istorică împreună cu imaginația, ne ajută să intrăm așa în meandrele ascunse ale acestor personaje foarte importante din istoria noastră, personaje care n-au trăit foarte, foarte departe în timp. Practic este vremea bunicilor, străbunicilor sau străbunicilor unora dintre noi. Sunt personaje foarte diferite ca și structură de ceea ce se întâmplă astăzi, exact așa cum spunea domnul Gilles Duguay. Oameni hotărâți, oameni care pentru o idee, pentru trăiri puternice sunt gata să jertfească tot, dar până la jertfă sunt gata să încerce tot. Acest mușchetar, cum este numit Joe Boyle, te impresionează prin toate acțiunile lui pline de curaj, prin care ajută o întreagă armată, Regina Maria, bineînțeles, prin întreaga ei trăire, și la nivel înalt, mă refer politic, dar și la nivel înalt sufletesc, alături de soldații din tranșee pe care nu se sfia și nu se oprea să-i viziteze, chiar dacă erau bolnavi. Se spunea, știți, vă puteți îmbolnăvi de tifos, sunt condiții grele, dumneavoastră sunteți capul statului, sau, mă rog, al doilea, dar trebuie să vă păziți, nu contează, mă duc înainte. Și toate aceste lucruri ne umplu nu numai de admirație, dar poate și de o cutremurare interioară. Oare cum suntem noi astăzi? Oare cum ar trebui să fim noi astăzi? Este o carte minunată în care istoria noastră se derulează în alte culori,
și care cred că ne arată un popor extraordinar care a vrut să lupte nu numai pentru libertate, ci pentru unitate și pentru un anumit destin. Și așa, ca o notă personală, i-am spus domnului ambasador când l-am cunoscut la Montreal, știți, străbunicii mei au luptat în primul război mondial, unul dintre ei chiar la Mărășești. N-a murit, a fost decorat, a fost unul dintre cei mulți care au luat arma în mână. Și domnul ambasador mi-a zis, da, să știi și tu istoria ta, uite aici este cartea ta de istorie, e vorba de țara ta, mai ales fiicei mele i-a spus acest lucru, iar o altă carte a dumnealui ne arată istoria țării de adopție. În final, vă rog, citiți-o cu plăcere, nu o veți lăsa din mână. Mulțumesc încă o dată doamnei Aurelia Zmeu pentru organizarea din umbră și domnului Adrian Ligor și întregii echipe ambasadei, Asociației Scriitorilor Români din Canada și nu în ultimul rând Arcogului prin Mădălina Voina și Rodica Motora datorită ajutorului dat din umbră. Și cel mai mare mulțumesc este acordat autorului, dar și dumneavoastră care ați venit astăzi aici. Vorbele mele se încheie aici și vă invit pe dumneavoastră să adresați întrebări în direct acestui personaj magnific, îndrăgostit de Regina Maria. On a fait tout pour l'amour de la Reine Marie. No? Deci... Merci, j'aimerais beaucoup, je pourrais parler en roumain, mais je préfère vous dire la chose en français. Et vous êtes une vraie légende. Quand j'étais en Roumanie, on parlait beaucoup et d'une façon tellement élogieuse. Ma question, Votre Excellence, c'est au sujet de l'enterrement de la Reine Marie. Est-ce qu'elle est enterrée à Toronto? Non, la Reine Marie, elle est enterrée avec son mari, avec toute la famille royale. Elle est à Courtea de Arghes. Son cœur a été prélevé, a été mis dans un coffre en or avec des pierres précieuses. Il a été au début à Balchik. Là, on a eu peur pendant la Deuxième Guerre mondiale que les Bulgares ou les Soviétiques ou n'importe qui pourraient voler, ne serait-ce que le coffre en or. Et il est disparu. Apparemment, d'après les dernières nouvelles, le coffre est revenu dans les mains du gouvernement roumain, dans les archives à Bucarest. Est-ce que son cœur est encore dedans? Je ne sais pas. Pour vous montrer jusqu'à quel point cette espèce d'admiration, pas amoureuse, d'admiration, comment dirais-je, prenons ce mot-là, admiration respectueuse qui l'unissait à Joe, elle avait dit, si vous mourrez ici, en Roumanie, je vais vous enterrer au château de Bran, que le gouvernement et le peuple roumain m'ont donné parce que j'ai ramené la Transylvanie dans le Grand. Donc, encore une fois, une reine de cette qualité ne dit pas à un vulgaire étranger qu'elle va l'enterrer dans son propre château, symbole de la gratitude de tout un peuple quand il n'est personne. Probablement, qu'est-ce qu'elle a admiré en lui, c'est sa noblesse. Il était désintéressé. Il s'est ruiné. Son argent, ses intérêts au Yukon, il n'a même pas répondu au courrier de son fils David. C'est comme si c'était comme un samouraï dit, Joe Boyle, avant la reine, ça n'existe plus. Mes intérêts au Yukon, le pognon, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a qu'une chose dans le monde qui m'intéresse, c'est la Roumanie et sa reine. Tu vois? Donc, elle a dû sentir ça. D'ailleurs, elle est venue sur sa tombe à plusieurs reprises à Londres. Les journaux londoniens parlaient de ce mystérieux personnage avec un voile noir qui venait. Elle a apporté une vieille croix de la Roumanie qu'elle a mis sur sa tombe au sud de Londres, qui a été transportée maintenant à Woodstock, en Ontario. Si vous allez à Niagara Falls, vous faites un détour par Woodstock, où il y a le culte de Joe Boyle dans un groupe d'individus, parce que lui, après 75 ans, on l'a reconnu comme un héros au Canada. C'est lui qui mérite le nom de héros, pas moi. C'est lui. C'est lui le héros qui nous inspire. J'avais quelque chose à vous dire, j'ai oublié.
Mais comme c'est le plus important, je m'en souviens tout à coup. J'ai, avec mon amour pour elle et mon respect pour elle, ressuscité un peu la reine. J'ai tellement parlé d'elle dans mes conférences et mon premier livre, publié et traduit en Roumanie, que j'ai eu le guts, comme on dit en français, d'aller à l'imprimerie nationale qui font des médailles. J'ai fait tirer une médaille Regina Maria, Joe Boyle. C'est une erreur. Parce que les médailles historiques, il y a un personnage et derrière, on met quelque chose d'autre. Là, j'ai mis sur la même médaille 2 personnages. Regina Maria et Joe Boyle. Je me servais de ça quand j'étais ambassadeur pour récompenser les Roumains et les Canadiens qui unissaient nos 2 pays. Et ce soir, je l'offre à Regina. Il m'en reste presque plus. C'est symbolique que c'est vous, la Roumanie que vous incarnez. Je donne la médaille à la Roumanie à travers vous. Je vous remercie beaucoup. Je voulais juste ajouter peut-être que le cœur de la reine va reposer, je ne sais pas, en quelques mois, si je me souviens bien, au château Peleș, parce qu'il y a eu une décision du gouvernement roumain de transférer le cœur du musée national d'histoire, où était gardé comme un trésor national, au château, à la famille royale d'ailleurs, et la famille royale a décidé de l'amener à Peleș. Voilà. On a bien fait, on a bien travaillé. Le 1er juillet 1919, Ferdinand et la reine ont invité Joe Boyle à Cotroceni pour fêter la fête nationale du Canada. Et moi, je quittais la Roumanie à cette époque pour accompagner Constantinescu à travers tout le pays. Et le musée national et le palais de Cotroceni ont organisé la première exposition dans l'histoire de l'humanité sur les relations d'amitié entre la Roumanie et le Canada, n'est-ce pas, au début du 19e siècle. Voilà le catalogue de l'exposition. Voilà cette photo que je leur avais fournie. Cette photo était là-bas. Et puis, une partie des objets qui étaient montrés, c'était évidemment des choses que j'ai fournies. Par conséquent, j'ai un peu aidé à ressusciter la reine. J'en parlais tellement à Pleișu, à Zoé, à Constantinescu, que lors du voyage de Constantinescu ici au Canada, dans son discours chez le gouverneur général, il a parlé de Joe Boyle. Et un autre personnage étonnant, une femme, Ethel Greening de Hamilton, est tombée amoureuse au début du 20e siècle du futur amiral Pantadi, Basile Pantadi, et la descendante de Pantadi, la femme qui a épousé Basile, et sa fille vivent à Toronto. Et quand j'arrive au palais avec Constantinescu et Jean Chrétien, on me présente quelqu'un qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le musée des Beaux-Arts. Et le gars se présente, il dit, je suis Michel Pantadi. J'ai dit, vous êtes le petit-fils de Ethel? Oui. Imaginez-vous le hasard de la vie. 80 ans après, je viens avec le président de la République roumaine ici dans la capitale et je rencontre le petit-fils de Ethel Greening qui a écrit un livre où elle certifie que toutes les aventures de Boyle, c'était vrai. Je reprends dans mon livre un peu ce passage. Et Boyle, en courant dans les rues avec elle, il lui dit, on a une vie intéressante, n'est-ce pas? Le sens de l'humour. Mulțumim, merci beaucoup. Dacă mai sunt întrebări din sală, vă așteptăm. Vă rog să aveți curaj. Da, doamna ambasadoară Alabeleaschi. Un scurt așa cuvânt să vă zic, excelență, domnule ambasador și stimate coleg. Vreau să vă zic că probabil voi exprima acum opinia tuturor celor care sunt prezenți aici. Să vă zic că vă mulțumim foarte mult pentru o seară atât de frumoasă,
în care am aflat lucruri extraordinare. Munca pe care ați depus-o, în ceea ce ați făcut pentru a studia viața și importanța acestei personalități, atât pentru România, pentru Moldova, pentru Marea Britanie, cred că este greu de subestimat. Dar vreau să vă zic că eu vă ascultam și mă gândeam la faptul că un ambasador nu poate fi unul bun dacă nu reușește să se îndrăgostească în țara în care el servește, în poporul acela cu care el împreună stă o perioadă importantă din viața lui și cred că acest lucru va reușit. Eu mă gândeam la faptul că vă admiram când ați reușit, exercitând funcțiile, mandatul, să mergeți la arhivă, să studiați atât de minuțios documentele din arhivă. Probabil atunci și ați învățat și limba română, pentru că nu era tradus probabil nimic pentru dumneavoastră special. Eu vă admir pentru munca pe care ați făcut-o și ne doresc, într-adevăr, să avem și noi o prestanță atât de frumoasă pe care ați avut-o dumneavoastră și vă felicit pentru ceea ce faceți în continuare. Într-adevăr, sunteți ambasador în continuare deja aici, a României și a culturii românești. Mulțumesc încă o dată și succes vă doresc! Mulțumim, doamnei ambasadoară. Dacă mai este cineva, un picuț. Dans quel moment et pourquoi vous avez choisi d'écrire un livre avec le personnage central, Marie, reine de Roumanie? Quand je suis nommé ambassadeur en Roumanie, ici, je suis le bras droit du sous-ministre et j'avais le choix. Je pouvais être ambassadeur en Jordanie ou en Venezuela. J'avais connu le professeur spécialiste de droit roumain Diamano à Ankara, c'est devenu un ami. J'avais eu comme professeur de droit aérien à Montréal, Matesco Matt. Moi, j'ai été formé dans les études classiques. Moi, je parlais latin à 18 ans. Parce qu'on étudiait dans le temps 3 heures par jour de latin. Avec ma mémoire et des bons profs, à 18 ans, on écrivait des dissertations philosophiques en latin. La thèse de saint Thomas d'Aquin, l'existence de Dieu et des choses de ce genre. J'arrive à la bibliothèque du ministère, je cherche des livres sur la Roumanie à travers les âges, rien, nimique. Que de la littérature communiste, on a des barrages, on a des patates, on a de l'asphalte, on a des bateaux, et puis il y a des grands hommes, George Woodlesh et compagnie. C'était toutes des histoires de propagande, de la littérature officielle, sans aucun intérêt. Un de mes collègues, qui a été nommé ambassadeur en Jordanie à ma place, parce que j'aurais pu être à Amman, me dit, Duguay, j'ai acheté un jour les mémoires de la reine de Roumanie, ici à Ottawa. Je te les donne. Moi, 3 gros bouquins qui ont trouvé nos bagages, avec 7 enfants, un livre de plus, un livre de moins, tu comprends que c'est pas tellement important. Alors, j'arrive à Bucarest, je mets ça dans mon armoire, mais entre-temps, je passe à Paris, et je vais dans une bibliothèque dans le quartier latin, tout près de l'église roumaine, sur Saint-Jacques, et je dis, je connaissais le patron, as-tu un livre sur la Roumanie? Je pense que j'en ai un. Il descend dans la cave, il passe sous le boulevard Saint-Jacques parce qu'il a une boutique d'un côté, un corridor de l'autre. C'est la librairie de l'Harmattan, connais-tu? C'est tout près de la Sorbonne et de l'église roumaine. Il me sort un livre et à la page 134, on dit « La reine fut critiquée parce qu'elle écoutait trop les conseils d'un colonel canadien
considéré comme un aventurier, en voulant dire un espèce de bonhomme qui jouait un rôle sur lequel je ne peux rien dire. Imagine-toi un historien français qui déclare qu'il ne sait rien sur Joe Boyle alors qu'il a reçu la croix de guerre des mains de Berthelot. Parce qu'il est devenu espion pour la France aussi. Parce que Boyle ne pouvait pas se balader partout, en avion, en voiture, en Rolls-Royce. Il était ruiné au Yukon. Il a dépensé des millions, il payait des agents. Il est devenu, je m'excuse de dire ça, parce que le film va sortir bientôt, il est devenu le premier James Bond. Quand tu lis l'histoire du voyage Moscou-Kiev-Yash, quand tu lis son Odyssée en mer Noire, tu dis, puis quand toutes les autres aventures qui lui sont arrivées, c'est un gars qui avait peur de rien. Autre petit détail, je vous donne un dernier petit bonbon pour la soirée. Quand elle est couronnée reine et qu'elle rentre le soir à Bucarest avec sa robe de reine, elle est à cheval. Elle pénètre dans la capitale. Elle est à nouveau là, la vraie Regina Maria qui a été couronnée ce matin à Alba Giulia, avec l'absence des Transylvains. Magno ne voulait pas être là, pour toutes sortes d'histoires que vous connaissez aussi bien que moi. Elle rentre sur un cheval blanc qui était le cadeau de Joe Boyle. Elle écrit dans son journal « Je suis rentré dans ma capitale sur le cheval que m'avait donné Uncle Joe ». C'est comme ça qu'elle l'appelait. Donc ça montre, dans l'intimité de son cœur, le raffinement noble des sentiments humains. Parce qu'elle aurait pu monter sur n'importe quel cheval, être dans n'importe quelle voiture, bonjour, bonsoir, etc. Elle a tenu, c'était une cavalière. C'était le meilleur cavalier de la Roumanie, c'était elle. Elle était colonel honoraire d'un régiment de cavalerie, les Rosciori. Donc c'est un autre aspect. C'est un autre bouquin. On attend le bouquin, mais jusqu'à ce moment, c'est professeur Soare. Tout d'abord, je m'excuse de rester assis. C'est que des fois, on ne peut pas réparer des années l'irréparable outrage. Donc j'ai quelques difficultés à rester debout. Je commencerai par un petit commentaire personnel, mais que je brûle de rendre public. Monsieur Duguay, parmi les multiples carrières que vous auriez pu embrasser, je crois que vous devriez ajouter celle de professeur. Des générations et des générations d'étudiants vous auraient écouté sidérés. Deuxième chose, c'est une petite question. J'ai été tout simplement ébloui par l'évidence de cette idée que vous avez évoquée d'une fondation Joe Boyle, et je me demande si, gros lot mis à part, quand même une idée si évidente, si pressante, je dirais, qui offre un terrain de rencontre en or entre les Canadiens et les Roumains, une telle idée ne pourrait quand même trouver son chemin dans les milieux politiques et diplomatiques des deux pays. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait des chances? Évidemment, je ne vous demande pas de vous transformer en prophète, mais enfin, une appréciation professionnelle. Ma théorie, c'est qu'on devrait aller, les deux ambassadeurs et moi, au Yukon, et convaincre le maire de Dawson City de nommer une grande avenue à Dawson City, boulevard Regina Maria. Et si on peut trouver dans les statues qui ont été cachées maintenant partout en Roumanie et qui doivent être en train de rouiller et on ne sait pas quoi faire avec, on va avoir 2 ou 3 statues. Une va être sur le boulevard Regina Maria à Dawson City, à cause de Joe. Puis en bas de la statue, on va mettre la reine de Roumanie, qui est devenue l'égérie de notre ancien héros national, etc. By the way, comme on dit en français, Harper a publié un livre sur l'histoire du hockey, parce que c'est sa manie, et un des chapitres les plus intéressants, c'est lorsqu'il raconte que Joe Boyle a créé une équipe à Dawson City et est venu affronter l'équipe d'Ottawa, qui, à cette époque, avait gagné la Coupe Stanley, et Boyle a dit, on va aller à Ottawa pour les battre. Et ça a pris 1 mois et demi
à travers les tempêtes de neige et les trains en retard pour se rendre ici. Ils sont arrivés ici très fatigués, donc ils n'ont pas gagné. Donc Harper, dans mon livre, je l'ai cité comme un des écrivains qui a contribué à l'histoire de Joe Boyle. Je vais lui envoyer le bouquin avec mes hommages parce que je me suis présenté quand même 2 fois comme conservateur à une époque où il m'avait ouvert sa porte. J'avais été le voir, il m'a accueilli comme un intellectuel. Il y a un côté intellectuel à Harper. C'est un ancien professeur d'université, c'est un universitaire. Malheureusement, cet aspect de sa personnalité n'a jamais été connu. Parce que Harper était un intellectuel et reste un intellectuel et un homme intelligent malgré sa défaite électorale ou son style politique qui ne m'appartient pas de commenter. Donc, mon but, moi, c'est de mettre un buste ou une statue de Regina Maria dans le Grand Nord. J'en veux une ici à Ottawa. Elle est la première reine, la première tête couronnée qui a visité le Canada. En octobre 1926, 13 ans avant George VI, en 1939. Première tête couronnée. Et je voudrais peut-être mettre son buste aussi à la place de la Roumanie à Montréal. Donc, essayez de me trouver tous les bustes qui sont en train de rouiller et on va les récupérer, on va les amener ici et son souvenir va être, comment dirais-je, perpétué ou continué à travers ses activités à caractère politique. Et si on trouve quelques financiers ouverts qui pensent qu'on peut faire des affaires avec la Roumanie. J'avais commencé à faire ça avec les hommes d'affaires canadiens qui venaient en Roumanie. J'avais commencé à créer cette idée d'une chambre de commerce alliée avec les activités intellectuelles, etc. Mais malheureusement, un des caractéristiques de nos carrières, c'est qu'on a mis 3-4 ans à un endroit, puis la 4e année, tu pourrais être meilleur que la première, et puis là, tu es rappelé, puis on t'envoie ailleurs, etc. Mais c'était Paris, alors je me suis dit... On prépare une conférence, il y a un projet pour une conférence à Dawson City sur Joseph Boyle, sur son passé par Roumanie. Voilà. Je pense que tout le monde... Quand est-ce à peu près? En mai 2016. 16? Bientôt, au printemps prochain. Bah, c'est un projet, Sylvana. Tu peux nous donner des détails? Comme on dit en français, count me in. Bon. Merci. S'il le faut, je vais aller à pied. Comme les gens de Dawson City qui sont venus ici. 1 mois et demi de voyage. Le futur sera ensoleillé. Mersi beaucoup, vă mulțumim. Dacă mai aveți întrebări, vă rog să le adresați acum. Dacă nu, mulțumiri încă o dată autorului din această seară. Merci beaucoup à son excellence, Monsieur Gilles Duguay. Și încă o dată mulțumim doamnei ambasadoare Maria Ligor pentru că a avut ideea așa, într-o clipită la Montreal, gata, facem și la Ottawa lansare și a dus-o până la bun sfârșit. Iată, ne-a unit astăzi aici împreună ca să ne reîndrăgostim de Regina Maria și de istoria noastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim frumos pentru participare, pentru seara aceasta minunată și propun să închinăm un pahar de vin în cinstea gazdei noastre, oaspetului nostru, noi fiind gazdele, oaspetului nostru drag astăzi, excelența sa, domnul Gilles Duguay.